Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis matins, nous sommes en direct sur Radio Courtoisie au Libre Journal des Controverses. Je salue mon prédécesseur du Libre Journal de Géopolitique Profonde, Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam. Il avait comme invité Antoine Cutita, Lucien Cerise, les excellents Antoine Cutita et Lucien Cerise, et l'excellentissime aussi Sylvain Ferreira pour son dernier livre. Je salue Sylvie qui a une plus belle écriture encore que Patrice et qui m'écrira plein de messages, de commentaires d'auditeurs. Et puis évidemment, c'est le retour de la sublime, de la magnifique, de la merveilleuse Virginie. Virginie est à la réalisation. Voilà, je suis heureux, ma journée est faite. Virginie est avec nous. Elle a laissé tomber Mimi Glam. Pour Radio Courtoisie. Voilà. Et pour le Libre Journal de la Controverse. Merci à notre amie Virginie. Alors aujourd'hui, on va parler philosophie. On va faire connaître un auteur un nouvel auteur, docteur en philosophie. Il a effectué sa thèse sous la direction de Chantal Delsol. Voilà, donc déjà, ça pose un homme. Et il est romancier. Et il a ce dernier livre, Le Kraken, système politique de l'ère numérique. C'est notre ami Gary Lasky. Bonjour, cher Gary, ça me fait plaisir de vous avoir ici. Bonjour, merci beaucoup, Mike. Merci. Le Kraken. Alors, on se rappelle du Kraken comme étant le grand monstre d'un célèbre film sur la mythologie grecque. Qu'est-ce que aurait été le Kraken ? Le Kraken dans la mythologie. Le Kraken, c'était surtout pour faire pendant un très célèbre livre de philosophie du XVIIe siècle qui s'appelle le Léviathan de Thomas Hobbes, et qui était un livre sur l'État et le fait que les citoyens formaient l'État. Et donc l'État était à la fois l'instrument et à la fois la concrétisation de l'ensemble des citoyens. Et le Kraken, qui est un peu dans la fantaisie d'aujourd'hui, dans la littérature fantastique d'aujourd'hui, un peu le pendant du Léviathan. Ça l'était déjà d'ailleurs chez Herman Melville dans Moby Dick. Le Kraken, en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que c'est un état, c'est un pouvoir tentaculaire dans lequel nous n'avons aucune prise. Et pire encore, en fait, c'est un état qui a pour finalité de convaincre la population que la politique ne sert à rien. Et d'égarer la population. Alors, il y a différents niveaux dans ce pouvoir-là, mais la finalité de ces trois niveaux est la même, c'est-à-dire de nous faire basculer dans un état prison, dans un glissement totalitaire. C'est à peu près l'essentiel. Et c'est-à-dire qu'on est dans une optimisation du rendement, optimisation de l'argent, hein, on va pas se le cacher, le pouvoir c'est l'argent, donc on est dans l'optimisation du pouvoir, optimisation de la vie aussi, parce que on va se retrouver dans un environnement qui va être de plus en plus artificialisé, qui va nous rendre de plus en plus malades, et aussi qui va coûter de moins en moins aux gens qui ont du pouvoir, en fait ils vont nous donner de moins en moins pour de plus en plus de travail, tout en nous faisant croire que nous pouvons encore gagner quelque chose, et donc au final, nous allons nous retrouver dans une situation d'esclavage. Mais là, c'est la définition actuelle de l'État français, en fait. Exactement. C'est ça. Là, on est dans l'État français. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, l'État, je finis par croire que l'État français est aussi un modèle de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, parce que la France, en termes d'intelligence, est quand même le phare du monde, hein. Aujourd'hui, les nouvelles générations ne le savent pas forcément, mais il y a eu tout un travail pour détruire l'hégémonie intellectuelle française. D'ailleurs, j'en parle régulièrement sur ma chaîne. Je ne sais pas si je peux parler. Allez. J'ai un podcast que vous pouvez retrouver sur bien des supports Apple, etc., qui s'appelle Apple, YouTube. Spotify, qui s'appelle La Guerre culturelle, et justement je parle de ce genre de problématiques, et notamment la destruction de la culture française comme résistance. Et c'est vrai que quand on voit l'université américaine a surtout servi à canaliser les intellectuels pour les rendre inopérants
par rapport à la suprématie qu'a l'argent dans un pays d'hystérie de masse, qui sont les États-Unis. Et en France, ça n'a pas du tout été la même chose, avec la création de la Sorbonne, et même avant la Sorbonne, bien avant la constitution de la Sorbonne au XIIIe siècle, la France était déjà le phare intellectuel de l'Europe. Et elle l'est restée presque encore un peu jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, on nous fait croire que les Américains sont supérieurs en termes d'intelligence en sciences humaines, d'intelligence politique. Ce n'est pas vrai. La France est toujours supérieure. C'est le pays de l'intelligence politique. Sauf que le but, c'est de nous écraser. Et donc, pour ça, on a créé un État qui est très performant. Et donc, le fait qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'Emmanuel Macron, pourquoi Emmanuel Macron fait, pardonnez-moi du terme, fait le bouffon? Pourquoi Emmanuel Macron essaie de nous faire rire? Pourquoi les hommes politiques sont toujours, on se demande s'ils sont incompétents, pourquoi ils sont aussi drôles, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, leur but, c'est de s'agiter devant nous et c'est de nous faire oublier toute la structure qu'il y a derrière. Une structure c'est-à-dire qu'on a eu la société de consommation, quand on voit avec les réseaux sociaux la force de conditionnement qui est très supérieure à celle qu'avait la télévision il y a encore 20 ou 30 ans, on se dit que finalement, le système est abouti. Et c'est comme ça qu'on arrive au wokisme. C'est-à-dire on arrive à un nihilisme des nouvelles générations qui est tel qu'on peut leur faire avaler n'importe quoi. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron montre... Waouh! Oh là là, Radio Courtoisie est en train de tomber. Tout tombe sur Radio Courtoisie en direct. Les panneaux de Radio Courtoisie tombent. Ben, vous inquiétez pas, je suis vivant. C'est les choix du direct. Les panneaux tombent. Bon, je suis désolé pour la matinale, mais votre tableau ligne droite est tombé. Voilà, il me tombait dessus. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de votre soutien pour accrocher nos tableaux. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, est-ce que c'est pour ça aussi? Tiens, soyons un peu sérieux quand même, parce que là, le sujet est sérieux. Est-ce que c'est pour ça aussi que, par exemple, Macron, dernièrement, a montré son faciès fait par les IA, par les intelligences artificielles? Ah, ça te fait rire. Ouais. C'est-à-dire qu'en disant, regardez, oh oui, c'est drôle, c'est vrai, vous vous moquez de moi, c'est drôle, mais regardez ce que l'intelligence artificielle peut faire. Bah, c'est en fait, moi, ce qui... Est-ce que en fait, tout ça est prémédité, en fait, c'est ça? Bah, c'est même pas que c'est prémédité, c'est que Emmanuel Macron est totalement dans son rôle. Le but, alors... C'est-à-dire qu'il le fait pas exprès? Ou il le fait exprès? Il le fait tout à fait exprès. D'accord. Emmanuel Macron est pardonnez-moi, mais du point de vue de ses commanditaires, c'est-à-dire des pouvoirs... alors, on parle beaucoup de la finance internationale, et je voudrais pas rentrer dans des complotismes trop... Mais tu peux y aller, hein. Tu peux aller dans tout ce que tu veux. La finance internationale, parce que c'est qu'une partie du problème. Aujourd'hui, on a une puissance qui est une puissance de diffusion. Et la puissance économique, elle a toujours été là. Depuis l'ère industrielle, on sait qu'il y a une finance internationale, on sait le pouvoir qu'elle a, et c'est vrai que ces orientations mondialistes, qui ont commencé à s'activer à partir du XXe siècle, ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Mais c'est aussi parce qu'elles ont un pouvoir de diffusion qui leur permet de rentrer dans la tête des gens sans l'aide de l'État. En fait, avec juste une signature de l'État. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui est un président de la République et qui est juste là, qui est un agitateur. Et d'ailleurs, on l'avait déjà vu avec Sarkozy. À la fin du livre, je consacre tout un passage. Je consacre le dernier chapitre avant l'annexe, mais je consacre tout un chapitre à la bouffonisation de nos différents dirigeants politiques. C'est-à-dire que d'abord, on a eu Giscard qui faisait de l'accordéon. Qui joue au foot parfois. Ah oui, je savais pas. Il joue au foot, il allait manger chez les gens. Il allait manger chez les gens. Et puis après, on a eu Mitterrand qui savait très bien jouer avec le spectacle des autres. Donc il y a eu toute une flopée d'artistes de gauche qui a été assez novateur au début, puis après ça s'est beaucoup dégradé. On voit que la culture française, elle s'est effondrée depuis 93, en gros, depuis la guerre du Golfe, depuis la chute de l'Union soviétique. On n'a plus besoin de donner aux artistes français cette hégémonie qu'ils avaient avant. Hein. On n'a plus besoin de financer non plus la culture française. Si, on la finance par les CNC et tout. Non, mais ça, c'est l'annulation de la culture française. C'est-à-dire qu'on crée une culture française factice, avec des artistes qui sont devenus factices, qui sont tous
vieux. Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'avait assez choqué. Parce que on est de la même génération, nés dans les années 80. Dans la fin des années 90, début des années 2000, on avait pas mal d'artistes français qui avaient du talent, des gens de notre génération ou de la génération un peu antérieure qui avaient du talent. Et il aurait suffi de les mettre en avant. Et qu'est-ce qu'on a mis en avant tout à coup? Des Aznavour. Alors, je dis pas Aznavour a beaucoup de talent, mais bon, sa carrière a été faite. Hein. On a mis en avant Johnny Hallyday. Pareil, pourquoi pas, mais bon, est-ce qu'il avait besoin des aides, des subventions publiques, etc. Certainement pas. Donc, Oui, parce qu'il faut dire aux gens aussi que leurs disques étaient payés par le contribuable. c'est ça. Voilà. Ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a annulé la culture française et on fait la même chose avec la politique. Donc, c'est pour ça qu'il y a un narratif qui est créé. Alors, je suis désolé, on m'a reproché, un ami m'a reproché d'utiliser ce terme, mais c'est vrai que ce terme est devenu le terme consacré, c'est-à-dire le narratif. Il s'agit d'allumer sans arrêt des feux et des contre-feux. Ça s'appelle une musique de la production. Moi, j'appelle ça la musique de la production spectaculaire. Donc, il s'agit d'allumer des feux et des contre-feux. Je prends particulièrement l'exemple de l'affaire Depardieu, parce que l'affaire Depardieu est pile arrivée au moment où il y avait cette loi sur l'immigration. C'est-à-dire que, rappelez-vous, c'était il y a à peu près 1 an et demi, on a fait une loi sur l'immigration avec quelques concessions. Il y a eu l'affaire Depardieu, la loi a sauté, ne sont restées que les concessions. Mais juste, ça a permis de créer cette diversion. Et là, on voit les diversions, on voit beaucoup de diversions se créer. Alors, si je peux rajouter un petit mot. Bah, allez-y. Moi, il y a quelque chose qui m'a, à la fin du livre, j'ai rajouté une espèce d'annexe pour parler des Jeux Olympiques. Parce que c'est très choquant ce qui se passe au niveau des Jeux Olympiques et de l'iconographie occultiste qui est autour de tout ça. Mais en fait, c'est une espèce de, en fait, ça a pour but. Bien sûr, il y a une part de ces gens-là qui croient à ça, mais il y a toujours une part une part de nos dirigeants qui ont eu des croyances ésotériques très fortes et certaines pas très catholiques, si j'ose dire. Ça a toujours existé. La question, c'est pourquoi ils mettent ça en avant? C'est pour hystériser, le peuple. C'est justement pour créer des dissensions sans arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, on crée ces contre-feux pour que des clans, on va dire, se forment et que ces clans débattent sur ce contre-feu plutôt que sur l'essentiel, en fait. Exactement. Et en fait, il y a quelque chose moi qui m'étonne, c'est que depuis l'État mitterrandien, donc l'État mitterrandien, c'est la première forme de pouvoir de l'époque de la société de l'information en France. Et là aussi, c'est un pouvoir qui commence à devenir complexe. On est dans un pays, faut pas croire, même s'il y a TPMP, Il y avait TPMP, et il essaye de faire une agora. Hanouna a essayé de faire une agora populaire, disons ça. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que on est dans des structures de pouvoir qui sont complexes. Et dans ces structures de pouvoir qui sont complexes, il s'agit en fait il s'agit de déléguer complètement la culture à des acteurs impotents et à créer une espèce de fausse culture. C'est comme aujourd'hui avec le rap, par exemple. Ouais, avec le rap, mais c'est aussi donner de l'argent à des artistes qui sont en fin de carrière, tout à fait. Mais le rap, oui, ça a été totalement ça. On a fait. Pour moi, c'est de la non-musique. Bah, oui, mais le problème, c'est que les plateformes de musique qu'utilisent 100% des jeunes, que sont Spotify et Deezer, oui, mais bon, c'est comme ça, hein, ils utilisent ça, ils n'achètent pas de disques, enfin, moi non plus d'ailleurs, depuis moins 20 ans. Enfin, en tout cas, les jeunes aujourd'hui n'achètent pas de disques. En tout cas, au moins depuis notre génération, on n'achète plus de disques. Voilà. Ah, t'achètes des disques encore? Moi, j'en achète pas depuis au moins 20 ans, je te le dis sincèrement. Et bien, j'ai eu les chiffres, je crois que 80% des artistes écoutés par cette génération, ce sont des rappeurs. Et on voit quels sont les messages de ces rappeurs. Ou les non-messages, ou je sais pas. Modem Malin avait, je sais pas si vous connaissez. Un YouTuber. Un YouTuber, Modem Malin, avait consacré une excellente émission sur les valeurs qui étaient véhiculées par le rap. Parlons-en un peu, tiens. C'est des valeurs assez barbares. Mais ça fait partie, par exemple, quand on prend l'exemple du rap,
ça fait partie aussi d'une dissolution de la société. Il y avait Maffezoli qui a écrit il y a une 50aine d'années un livre qui s'appelait Le temps des tribus. Et en fait, quand cette société industrielle a cessé de fonctionner, cessé de donner le rendement qu'elle attendait, on est passé à une société de l'information et on a organisé culturellement cette diffraction de la société en une multitude de tribus. Parmi elles, avec différentes valeurs. Donc, il y a eu des cultures qui étaient plus ou moins hédonistes. Quand on pense au reggae, quand on pense à la culture électro, on peut dire que c'est des cultures d'égarement, mais ce n'était pas des cultures de barbarie. Sauf qu'il y a eu la figure du barbare. Quand c'est le design barbare ou Conan le barbare, ça ne nous dérange pas tellement parce qu'on a le recul. C'est la civilisation occidentale. On a un recul vis-à-vis de notre civilisation, de notre barbarie, une dialectique qu'on connaît, qui est un peu maîtrisée. Conan le barbare, c'est pas Arnold Schwarzenegger qui l'a inventé, ça date de l'entre-deux-guerres. Lorsque on se retrouve avec une barbarie qui est soutenue par toute une gauche décoloniale, appelons-la comme ça, tout de suite, ça légitime les choses et ça légitime aussi des comportements qui sont inciviques. Donc, et ça c'est très important pour la dissolution de la société. Et puis là, vous avez utilisé le terme tribu, qui a sa signification, parce que tribu, c'est le tribalisme, c'est-à-dire c'est l'anti-Occident. Tout à fait. C'est contre la constitution de l'État. On va essayer mais on crée des tribus de consommation. Le but, c'est que pour nous, ces tribus-là, elles étaient significatives de l'adolescence. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que les gens ont une soif de culture publique parce que cette culture qu'on impose aux jeunes à l'adolescence est une culture qui ne leur permet plus de s'intégrer dans la société et même qui justifie les pires comportements. Donc, c'est un peu... mais c'est aussi, pardonnez-moi, c'est aussi un peu de notre faute à nous. C'est-à-dire qu'il faut, de notre côté, comme aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui réapprennent à se battre, qui réapprennent à lutter, parce que je vois toute la nouvelle génération, la génération Z, qui a besoin de se sentir forte physiquement, parce que elle a des zombies dans la rue, elle n'arrive pas forcément à sortir en boîte sans avoir de problème, ce genre de choses. Aujourd'hui, il faut aussi un réarmement culturel des associations qui fassent que, en fait, on sache pourquoi on est fier d'être français. Pourquoi on appartient à cette civilisation qui était culturellement la plus grande qui ait jamais été. Donc, ça n'engage que moi. Hein, mais t'as totalement raison, je suis totalement d'accord avec toi. Après, le capitalisme, dans sa dérive... cherche la globalisation du monde et nie toutes ces cultures. Et malheureusement, notre peuple se convertit à ce capitalisme. Alors, le capitalisme, Karl Marx parlait déjà, j'ai le droit de citer Karl Marx. Oui, bien sûr. Karl Marx parlait déjà dans le manifeste du Parti communiste de la modification permanente des conditions d'existence. C'est-à-dire que le but du capitalisme, c'est de briser la culture pour faire avaler des produits sans arrêt. Donc c'est comme ça, on est arrivé à une culture de la consommation dont le wokisme est la forme extrême. Le wokisme, c'est une jeunesse qui considère ses propres organes sexuels comme des objets de consommation, qui considère son propre corps comme un objet de consommation, donc transformable. On est arrivé dans cette consommation... qui finit par dévorer l'individu, qui laisse la place à des interfaces homme-machine, dont une récente série de la Guerre des Étoiles s'est même fait le chantre. Sauf que la culture, c'est ce qui nous permet de résister à ça. Allez, mais continue. C'est ce qui nous permet de résister à la consommation. On vient m'apporter des commentaires, donc continue. C'est ce qui nous permet de résister à la consommation, la culture. Et justement, la culture française, et c'est aussi pourquoi la culture anglo-saxonne, parce que la civilisation dans laquelle on vit, le pouvoir historique dans lequel on vit, son centre, c'est la Silicon Valley. Son centre, c'est le lieu de diffusion. D'ailleurs, on voit... Alors, la Silicon Valley, il faut dire aux gens, c'est là où sont en gros toutes les boîtes informatiques, numériques, Internet, etc. C'est-à-dire en Amérique, je crois que c'est du côté en Californie. C'est vers San Francisco, tout à fait. Et San Francisco, il faut dire ce que c'est comme ville. C'est la ville phare du progressisme en Amérique. Tout à fait.
Tout à fait. Et d'ailleurs, une ville qui est à peine vivable aujourd'hui, tellement elle est clochardisée. Enfin, c'est vraiment. Mais une ville qui était très belle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Quand j'étais adolescent, je suis allé à San Francisco. C'est une très jolie ville parce que c'est une ville, en tout cas, d'architecture par rapport à l'Amérique, je dis bien, très européenne. Oui, oui, oui. Bah, ça a été un des joyaux de l'Amérique, entre autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, tous les pouvoirs de diffusion, Hollywood n'est pas la Silicon Valley, mais c'est quand même pas très loin. Donc tout le pouvoir est là-bas. Et aujourd'hui, le pouvoir est numérique. Donc, si on veut lutter, et c'est pour ça que l'Empire anglo-saxon, si j'ose dire, est inféodé à ce pouvoir. En fait, il est l'agent de ce pouvoir. Donc, mais c'est un pouvoir qui est historique. Hein. C'est dans la nature du monde que les choses aillent comme ça. Après, il y a une dialectique dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que ça marche par opposition. Il y a un pouvoir qui est très fort aujourd'hui, qui est le pouvoir anglo-saxon, qui est le pouvoir du numérique, qui essaye de racheter d'ailleurs TikTok aux Chinois, et donc TikTok qui est un des réseaux sociaux les plus brutaux en termes d'endoctrinement. Hein. C'est d'ailleurs les Chinois eux-mêmes le brident, si j'ose dire. Mais c'est vrai. C'est bien de dire ça. Les Chinois le brident. Les Chinois le brident parce que en fait les jeunes Américains appellent ça du pourrissement mental. C'est-à-dire qu'à force de regarder des vidéos qui stimulent, auxquelles ils sont accros, au bout d'un moment, ils finissent par être vidés, et ils appellent ça eux-mêmes, les adolescents, du pourrissement mental. Contre le pourrissement mental, il y a la culture, et il y a quelle culture ? La culture française. Et la France est le pôle de résistance intellectuelle et culturelle dans le monde, qui est le seul à pouvoir avoir les armes intellectuelles pour faire face aux Américains, pour résister aux Américains. Et c'est pour ça que, quand on voit que Macron est déconsidéré, en fait, Macron joue un rôle important. Il joue ce rôle de destruction de la culture française. Il est la marionnette, pas forcément des Américains. Il faut le dire, il est la marionnette des Américains. Des Américains, mais il est l'agent historique de la dissolution de la résistance culturelle française, clairement. Alors, question d'auditeur, même si je ne suis pas favorable à l'abstention, on peut se demander pourquoi il faut continuer à voter, que de manipulation. Nous devons absolument agir en vrais citoyens et dire non quand il le faut. Et la prière est la plus grande force. Oui, dire non quand il le faut, évidemment, c'est important, mais bon, mais est-ce que le législateur, est-ce qu'il en tient compte de son nom ? Je crois pas. Hein. On l'a déjà vu aux dernières législatives. Il faut voir plusieurs choses. C'est la question du vote est très complexe. Moi, je parle dans mon livre, Le Kraken, je parle de cette élection volée de 2022. Il y a beaucoup d'obscurité autour de cette élection de 2022. 2022, c'est-à-dire la présidentielle ? Les présidentielles de 2022. Elle a été volée dans quel sens ? C'est-à-dire que les résultats qui étaient annoncés à 20h... Oui, la Santé de France 2. On était ceux de 21h45, qui n'étaient pas ceux qui étaient là entre-temps. Ça a été diffusé sur une seule chaîne et justifié par un erratum le lendemain sur Twitter. Donc, personnellement, moi, je trouve pas que ce soit une élection régulière, hein. Voilà, mais j'ai pas l'impression que l'ONU s'en soit beaucoup affligé. Le problème que pose ça, c'est notre manque de vigilance vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui ont commencé à poser des questions à Gérald Darmanin, qui s'est trouvé bien embêté sur la question de vérification des votes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes entièrement dépendants du ministère de l'Intérieur pour ce qui est de la récollection des votes et ce genre de choses. Ensuite, donc, il faut que nous soyons lucides, mais comme nous sommes dans un pays de tradition catholique spécifiquement, contrairement à la tradition protestante, nous avons toujours comment dire, on part du principe que nos dirigeants sont bienveillants. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce qui est totalement il faut se dire, il faut que les gens arrêtent de se dire, voilà, notre gouvernement, notre État, tous ceux qui nous dirigent sont là pour nous protéger, ce nouveau mot, tiens. Non, tout à fait. Donc qu'est-ce qu'il en est là de ça ? Non, en fait, et c'est la force des pays protestants d'ailleurs, c'est que comme ils ont une décentralisation de l'autorité, ils sont capables de voir que l'autorité qu'on leur impose, et d'ailleurs je trouve que l'autorité des médias emprunte beaucoup au modèle catholique, parce que les États-Unis c'est aussi un pays catholique, hein, il ne faut pas l'oublier, il y a
énorme communauté catholique aux États-Unis, donc c'est un pays de traditions multiples. Et sauf que en France, parce que la France, elle a été créée sur une idée, enfin, elle a été créée sur une idée, pardon, mais le premier moment de la création de la France, c'est Vercingétorix. Ah, c'est... D'accord. Pour moi, le premier C'est moment. pas Clovis. Pour moi, c'est pas Clovis. D'accord. Je suis un républicain, mais pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que on fait l'épreuve de l'unité. Quand il n'y a pas d'unité, la France s'effondre. Donc, il faut partir du principe que le pouvoir est bienveillant, sinon il y a une multiplicité des pouvoirs, et sinon la France cesse d'exister. Donc, d'où le problème de la révolution. C'est-à-dire que quand on voit que nos dirigeants ne sont pas bienveillants, il faut les remplacer, et ça ne se fait malheureusement que dans le sang. On arrive à une situation, d'ailleurs à ce titre sociologiquement, qui est assez proche de celle de la déliquescence de l'Ancien Régime au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'entre le clergé, donc aujourd'hui les médias, et le pouvoir, il y a une telle collusion que, en fait, on attend un soulèvement. Sauf que le soulèvement, ça ne se produit pas comme ça. On l'a vu aux États-Unis, et les États-Unis ont donné l'exemple là-dessus, que en étant très rigoureux au niveau de la surveillance du vote, en étant très armé aussi, parce qu'il y a une menace vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'on ne se réveille pas à la dernière minute comme au Brésil, après avoir laissé le vote électronique partout, et se dire, oh, mais finalement, ils ont peut-être truqué les élections, et on va aller tout casser à Brasilia, qui est une ville très isolée, où de toute façon, ça ne sert à rien, enfin, c'est pas un vrai centre de pouvoir, c'est juste un centre de pouvoir administratif. Ça ne sert à rien. Et en France, on se réveille avec une espèce de gueule de bois, à chaque élection en disant oh ben finalement est-ce qu'ils n'ont pas un peu bidouillé les choses. La question c'est que lorsque vous arrivez, parce que le citoyen, la révolution c'est le citoyen en armes, hein. Et d'ailleurs le citoyen c'est un soldat à la base, hein. C'est dans la République romaine, dans les États grecs, après la Révolution française, c'était la réclamation que chaque citoyen soit comme un noble, c'est-à-dire ait la possibilité de porter les armes. Donc lorsque le citoyen est capable en masse de reprendre le pouvoir, les élections se passent mieux. Sauf que quand on voit que, en fait, personne, que les capacités d'insurrection sont très faibles, que les capacités de regroupement culturel sont très faibles, que aussi beaucoup de gens profitent de cette situation pour faire leur business, plus ou moins surveillés par les renseignements intérieurs, je pense, on se retrouve dans des situations où en fait, on se fait berner à chaque fois. Et on attend la révolution. Sauf que, en fait, tu as fait une excellente émission que j'écoutais ce matin avec Greg Tabibian sur un autre média. Et vous posiez la question, est-ce que Macron va durer ? Mais Macron peut continuer à faire sa petite danse avec les médias indéfiniment, pendant 50 ou 100 ans. Si, en fait, nous refaisons pas peuple nous-mêmes, et d'ailleurs, le but, c'est de diviser le peuple, d'où l'immigration folle, hein. C'est-à-dire que l'immigration incontrôlée, la fin de l'assimilation, ou du moins l'intégration minimale de la culture publique, se conduire en français comme un français dans l'espace public. On ne demande pas plus que ça, hein, en République, hein. C'est juste se conduire en français dans l'espace public, pas se conduire comme un citoyen de n'importe quel pays du monde. Lorsqu'on arrête avec ça, en fait, tout finit par s'étioler. Et c'est le problème dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, commentaire d'auditeur, ça m'est destiné. Cher Mike, vous venez de faire une erreur d'analyse. Macron n'est pas un agent américain, il est l'agent de quelque chose de beaucoup plus profond que nous ne pouvons nommer. Oui, bon, peut-être, oui, vous avez sûrement raison, cher monsieur. Mais bon, c'est pour faire court, disons pour faire court, voilà, si je puis dire. Parce que ça serait, je pense que ça serait quand même long à analyser, non ? Justement, j'écrivais aussi mon livre sur ce genre de questions qu'on peut voir, c'est-à-dire sur la question du complotisme. Le complotisme... C'est complotiste, là, ce que dit monsieur ? Oui. D'accord, oui, pourquoi ? Qu'est-ce que le complotisme ? Si je peux expliquer brièvement, en fait, le complotisme est une hérésie vis-à-vis du narratif officiel, du narratif médiatique. C'est-à-dire que le complotisme, c'est une forme de dissidence par rapport à ce que les pouvoirs publics veulent imposer. Oui, et les médias en général. C'est-à-dire qu'il y a une espèce qu'on appelle le cercle de la raison. D'ailleurs, on voit C8 est sorti du cercle de la raison, donc annulé. Hein.
en fait, c'est normal que le peuple se pose la question de qui dirige. Quand, les, quand les dirigeants ne sont plus clairs sur cette question-là, bah, le peuple se fait toutes sortes de films dans sa tête. Et à juste titre, le peuple a besoin de savoir, surtout lorsque sa condition se détériore, qui dirige. Mais les films qu'il se fait, est-ce qu'ils sont faux? C'est ça le truc. Bah, justement, moi, dans mon livre, Kraken, ce que j'ai voulu faire, c'est être très clair sur ce qu'était le pouvoir. Être très clair sur ce qu'était le pouvoir. Alors, il y a deux choses. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'oligarchie. C'est-à-dire, par exemple, tu parles souvent de la grande réinitialisation de Claude Schramm. Et la grande réinitialisation, c'est pas seulement l'État-prison qu'on veut nous imposer. La grande réinitialisation, c'est que dès qu'il y a des révolutions technologiques, il y a ce qu'on appelle l'oligarchie qui se remet en place. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens qui peut se retrouver à diriger en ayant beaucoup moins besoin du peuple, beaucoup moins besoin des hiérarchies en place. Donc ce groupe de gens est très divers. Aujourd'hui, ce que Christophe Guilluy appelle No Society, c'est-à-dire, dans son livre No Society, c'est l'hyperclasse mondiale, on n'a pas besoin de rechercher des personnalités obscures. Bien sûr que je considère que George Soros est quelqu'un de très négatif sur la scène internationale, mais quand on voit la collusion entre la bourgeoisie financière de tous les pays, de toutes obédiences, de l'État, de la haute administration et de toute une partie du peuple qui se reconnaît dans ces gens-là, c'est ça l'oligarchie, en fait. Alors bien sûr, on a besoin de se dire que parfois on se dit « Ah, c'est des gens, on ne peut pas les nommer ». Bien sûr, il y a des agents qui sont dans l'ombre, mais dans la réalité, c'est une reconfiguration sociale. Nous arrivons dans un néo-féodalisme. Nous arrivons dans une nouvelle société médiévale. On pourrait dire C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on a on va dire des puissants peut-être d'argent qui sont les seigneurs d'antan qui veulent se faire la tête du roi? Non, ils n'ont pas besoin de faire la tête du roi. Le roi, c'est leur bouffon, en fait. C'est eux les rois. Ils sont les bouffons, d'ailleurs. Guy Debord, dans son livre La Société du spectacle, citait une phrase de Shakespeare. Il dit « Nous sommes nés pour marcher sur la tête des rois ». Eux, ils marchent déjà sur la tête des rois. Ils n'ont pas besoin de tuer qui que ce soit. En fait, on l'a vu avec Anne Hidalgo, et je parle un petit peu, j'attaque régulièrement Anne Hidalgo dans mon livre. Anne Hidalgo, il s'est agi pour Anne Hidalgo de jeter le peuple hors de Paris et de faire venir l'hyperclasse du monde entier, pour faire de Paris, qui était justement le phare intellectuel et culturel du monde, donc une résistance à la puissance, à cette sous-culture qui nous est diffusée par les réseaux sociaux, cette culture factice, parce que nous, on avait une culture de l'excellence, par opposition, et Paris a été vidé. Et Paris est sous surveillance. Donc, il n'y a pas de remise en question. Paris ne va pas être reprise du jour au lendemain. Quand il y a des manifestations à Paris, vous l'avez vu, il y a quasiment autant de policiers que de manifestants. Donc, c'est des centres de pouvoir. La question, elle est géographique. La question, c'est pas de savoir qui. La question, c'est de savoir où. Voilà. Et donc, bien sûr, alors vous allez dire qui. D'accord. La question, c'est où. Et nous, on l'a vu. On faisait les manifestations, toi et moi, dans le mouvement des libertés, le mouvement anti-pass. Moi, je me souviens de scènes où on voyait cette néo-bourgeoisie regarder les gens du peuple. C'est vrai. Et avec un mépris. Les prendre pour des fous. C'est-à-dire que les gens demandaient la liberté face aux mesures sanitaires. Et parce que c'est vrai que les manifestations se passaient souvent dans le quartier latin, enfin en tout cas la rive gauche de Paris, parfois aux Invalides. Et donc les riverains de ces quartiers qui sont de très grands bourgeois regardaient ces gens comme des pestiférés. Complètement. C'est fou, on n'osait même pas les toucher, vraiment. Ah ouais. Comme qui sont ces fous? Qui sont ces fous? Comme si on était des flagellants du Moyen-Âge en train de se... Ouais, c'est dingue. Hein. Et surtout devant le bon marché, le samedi devant le bon marché, avec toute cette bourgeoisie qui regarde. C'est-à-dire qu'on a une haute bourgeoisie qui vote à gauche parce que elle a une forme de gouvernement collectiviste. J'ose pas dire communiste, mais collectiviste qui est à son avantage désormais. Donc elle peut se permettre, comme la noblesse dans l'Ancien Régime, d'avoir cette église de gauche pour elle. Et on a le peuple de droite
qui peut pas se faire un bridge quand il perd ses dents, qui est pas encore les sans-dents, qui est pas encore les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes ne peuvent même plus, ne pouvaient déjà plus venir sur Paris. Maintenant, avec les ZFE, pensez-vous, Encore pire. fini. Donc, c'était les derniers feux de d'une petite rencontre sociale. Maintenant, avec les ZFE, ça va être fini. Justement, ça pose la question du où. C'est-à-dire que on vire le prolo dehors. Et à la limite, on va le remplacer, comme le dit Guy lui, par des espèces de ceintures de gens venus du monde entier, de migrants, qui viennent de civilisations qui n'ont pas cette culture de la lutte sociale, qui n'ont pas cette culture non plus de l'excellence, qui n'ont même pas envie d'acquérir les caractéristiques de la culture française de l'excellence. Ça ne les intéresse pas. Et qui justement, et qui sont encouragés aussi par la haute bourgeoisie. Pourquoi ? Parce que notre haute bourgeoisie pense que, en leur laissant leur culture, c'est une pensée néocoloniale, en leur laissant leur culture, ils seront des esclaves à vie. Voilà. Est-ce qu'ils ont tort là-dessus ? Je pose la question, parce que moi, je vais te dire une chose. Je suis très ami avec notre ami Serge Federbusch, qui vient ici souvent à Radio Courtoisie, qui a été tête de liste Paris Rassemblement National, et il a été surtout Paris, mais lui, il s'est présenté aussi dans le 19e arrondissement. Et dans le 19e arrondissement, il y a 40% de HLM. On sait globalement qui habite ces HLM. Et en effet, Madame Hidalgo, elle n'a pas de souci à se faire avec eux. Elle leur donne un logement social et elle a à vie leur vote. Et je veux dire, voilà, c'est pas plus cher que ça en fait. Hein. Et c'est pour ça aussi que Monsieur Mélenchon cherche à drague l'électorat de la diversité, comme on dit, parce que les papiers pour le cousin, la cousine, et les allocs. Et là, il a fait... Ah oui, et le droit de faire du halal, des machins comme ça. Et là, c'est bon, il les a à vie. Il n'y a pas d'autre sujet qui les intéresse. Moi, je trouve ça dingue. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. C'est en fait, bien sûr, il y a la politique clientéliste. Oui, mais ça, c'est une politique clientéliste qui ne marche pas sur Dupont-Durand. C'est-à-dire que, bon, peut-être que Dupont-Durand, s'il a son logement social, il votera sur une élection. Mais après, pour le garder... c'est coton, il va falloir faire des choses. Alors que, voilà, je pense que c'est ça aussi. C'est pour ça aussi qu'on ouvre grand à l'immigration. C'est parce que l'immigration, ces gens venus d'immigration, tu l'as dit, ils veulent pas avoir cette culture d'excellence et ils ne sont pas dans la lutte sociale. C'est parce que très peu leur suffit, en fait. Oui et non. Il y a deux phénomènes, si j'ose dire. Un phénomène déjà qui est lié à l'histoire en général, c'est-à-dire, deux phénomènes hystériques. Le premier, on peut le voir avec la fin de la République romaine. C'est-à-dire que les conquêtes, je reviens loin dans l'histoire, hein, mais à la fin de la République romaine, les conquêtes de Pompée, puis celles de César, mais surtout celles de Pompée, c'est-à-dire qu'il y a la conquête de toute la Méditerranée orientale, qui fait que, comme le dit plus tard Juvénal, tout l'Oronte, donc c'est un fleuve de Syrie, débarque à Rome. Et tout en disant être grec, parce que c'est un peu élégant d'être grec à l'époque, donc il dit ça. Et c'est vrai que, surtout pour les Romains, on voit arriver des gens qui sont techniquement plus évolués que les Romains, mais qui ont des mœurs qui ne plaisent pas du tout aux Romains, parce que ils sont des mœurs qui sont à l'époque plus orientales, l'Orient étant un lieu de décadence, de civilisation beaucoup plus ancienne, donc déjà assez décadent au niveau des mœurs. Et donc les Romains sont très fâchés de voir ça, mais ils ne peuvent rien y faire parce qu'il y a vraiment un grand remplacement déjà à l'époque. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a la conjuration de... Alors, il y a déjà eu la conjuration de Catilina avant les conquêtes pompéennes. C'est-à-dire qu'il y a toute une jeunesse à un moment qui dit non, il faut qu'on reprenne le pouvoir. Il faut qu'on reprenne le pouvoir. Le pouvoir des gros riches, c'est pas possible. Ça nous mène à rien. Et ils sont massacrés dans le sang. Parce que eux aussi sont pas de mœurs excellentes, donc il y a vraiment une rupture. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, les Romains qui vont mettre en place César, et ça va être la fin de la République. Et César est mis en place par ce qu'on appelle les populares, c'est-à-dire les gens du peuple. Parce que, à un moment, les gens du peuple disent,
votre fantasme de la liberté, c'était bien quand il y avait de l'ascension sociale. Il n'y a plus d'ascension sociale possible parce qu'il y a une rupture entre les élites et un peuple qui est complètement submergé ethniquement. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va mettre en place quelqu'un qui va faire un peu repartir tout le monde, un petit peu tout le monde dans les colonies, qui va donner justement une espèce de petite rente aux pauvres locales et qui va continuer à faire tourner le business. Juste un petit peu comme ça. Donc ça, c'est une situation qui va certainement devenir la nôtre. Après, il y a le phénomène plus spécifiquement, je dirais, islamique, si j'ose dire. C'est-à-dire que on voit que dans la culture occidentale, c'est un bloc, hein, avec des grosses dissensions. Certains sont catholiques, d'autres sont plus dans des choses ésotériques. Quand il y a eu le bouddhisme qui est arrivé dans les années 70, il y avait déjà une appétence pour ça qui vient du 19e siècle. Donc c'est une religion, si j'ose dire, une philosophie qui s'est bien intégrée. L'islam, lui, se veut être une nation en même temps qu'une religion. Et donc, il y a un phénomène d'islamisation. Et ce phénomène d'islamisation est en train de changer la population. Et à un moment donné, les élites vont devoir se retrouver à... c'est un peu ce que Welbeck raconte dans son mission, il me semble. Hein, elles vont un peu devoir donner le change et en fait s'islamiser à leur tour. Parce que quand le peuple sera islamisé, elles aussi elles pourront pas continuer à faire valoir la culture française. Et donc, finalement, elles auront elles aussi cédé. Alors comme elles cèdent déjà aux sirènes des États-Unis, finalement, ça les dérange pas. On voit qu'elles sont très ductiles, si j'ose dire. Mais justement, c'est ce qui est inquiétant avec nos élites. Enfin, nos élites, si j'ose dire, nos élites autoproclamées. C'est qu'elles sont tellement ductiles que, au bout d'un moment, on se demande à quoi elles servent. Après, les États-Unis, la culture américaine, c'est quoi? Bon, je vais utiliser un anglicisme. Non, c'est la société spectacle, j'allais dire autre chose. C'est le consumérisme, la luxure, le capitalisme. Pour les élites, ça va. Mais lorsque ce sera la charia et ils devront arrêter les clubs libertins, le mariage pour tous et toutes ces choses, là, ça va être plus compliqué pour elles, je pense. Hein. Alors, moi, c'est ce que je me dis aussi, sauf que on voit que dans beaucoup de pays, l'islamisation fait qu'on peut aussi, comment dire, avoir des élites. On laisse tranquille les élites aussi. Et les élites, en étant coupées du peuple, en ayant cette espèce d'écran informationnel, et elles l'ont déjà un petit peu. Hein. C'est juste qu'elles feront plus propagande pour le LGBTQisme. C'est juste ça. Après, elles pourront avoir leurs mœurs. Et justement, l'islam, c'est toujours... Enfin, moi, il me semble que l'islam est beaucoup une religion post-historique. C'est-à-dire l'islam arrive après 3-4 000 ans de civilisation orientale. Et c'est parfaitement accommodé de la dépravation des élites locales. Après, c'est juste que... on voit parfois, même dans les pays du Golfe, des problèmes de viol, des histoires comme ça. Donc, dans les élites, des choses de dépravation. Donc, c'est une religion qui sait aussi s'accumuler des mœurs élitaires. Et les mœurs élitaires ont toujours été beaucoup plus libres que les mœurs populaires. C'est vrai. Alors, on va faire passer le bobino. Voilà, n'hésitez pas à nous tenir pour que nos murs tiennent encore, j'espère. Hein. Espérons que nos murs tiennent. Bon, pas de blague, voilà, soutenez-nous parce que pour avoir des émissions libres, on parle de tout, on parle de sujets que les grands médias subventionnés ne veulent évidemment pas aborder parce que ça les défrise. Alors là, j'ai nombre de commentaires d'auditeurs. Bonjour, vous parlez du catholicisme, du protestantisme. Pas un Français sur 1000 est encore capable de donner les principales différences entre les deux. Et vous serez surpris de voir que parmi ceux qui savent, il y a les musulmans. Pour alimenter la controverse ou un futur sujet d'émission. Bonne journée. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un Français sur 1000, pas un Français originel, si je puis dire, sur 1000 ? Parce que je pense que c'est ce qu'il dit. Ouais. Non, même dans la population française. Moi, j'ai la chance à l'université de travailler sur le XVIIe siècle. Donc, c'est une question qui était très prégnante au XVIe, au XVIIe siècle, vu qu'on a eu
50 bonnes années de guerre de religion en France, hein, la laïcité. Je sais qu'aujourd'hui, ça paraît être un artifice dérisoire. Néanmoins, elle est censée faire bouclier à des querelles théologiques qui peuvent devenir très sanglantes. Il y a eu des massacres quand même, Ouassy, Saint-Barthélemy. C'est des choses réelles. Le siège de La Rochelle, tout ça. Il y avait l'histoire de France est émaillée d'événements sanglants. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des différences de mentalité. La mentalité catholique, c'est une mentalité, si j'ose dire, d'un point de vue extérieur. Hein. Après, je pense que les auditeurs qui connaissent très bien cette culture-là, à mon avis, sauront beaucoup mieux en parler que moi. Mais la mentalité catholique, c'est une mentalité aussi qui a politiquement un héritage très tourné vers la culture, après la contre-réforme, et beaucoup dans l'héritage de cette unité nationale. Le protestantisme, qui a posé question justement au XVIe siècle, parce que le protestantisme était dans une... qui était beaucoup plus décentralisé au niveau, du pouvoir, de la conception du pouvoir et de l'autorité religieuse, puis de l'autorité séculière. Donc le pouvoir réel, le pouvoir politique. Et justement, il y a eu cette opposition au XVIe siècle entre Jean Bodin, qui était un partisan de la souveraineté, qui est le premier à avoir sorti le mot de souveraineté, hein, qui l'a forgé, qui est en fait pour moi une traduction de l'impérium latin, c'est-à-dire le pouvoir de la nation sur elle-même, qui doit rester unique, pour que la nation elle reste une et indivisible. Et de l'autre côté, ce qu'on appelait l'école des monarchomaques, c'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait en gros une autogestion, j'y vais un peu grossièrement, mais voilà, une décentralisation du pouvoir. Le problème, c'est que la France, elle est entourée d'autres grands pays. Si elle commence à décentraliser, c'est pas la Suisse. Hein. On n'est pas dans une forteresse montagneuse, on est entouré de grands pays. Certains sont plus agressifs que d'autres, mais l'Allemagne et l'Angleterre ont quand même fait preuve d'une certaine agressivité tout au long de l'histoire. Et les Pays-Bas et les Espagnols, pas moins. Donc, il y a une nécessité de rester là-dedans aussi, d'avoir cette culture. On a une culture politique française qui est une culture baignée dans le catholicisme, avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est la suprématie culturelle. Pour moi, hein. Après, l'inconvénient, c'est qu'on est toujours dans une espèce de... on doit toujours donner une espèce de blanc-seing, mais on doit toujours penser quand même que nos hommes politiques sont dans une optique bienveillante. Et parce que ça maintient la société. Donc on est dans ces problématiques-là. Maintenant, quand on voit, je voudrais juste finir là-dessus, quand on voit les protestants qui ont une vraie appétence pour l'Apocalypse, c'est-à-dire vraiment un tropisme sur l'Apocalypse. Bien sûr, la plupart des Français connaissent pas bien le protestantisme. Je devine que j'ai rencontré peu de gens dans ma vie qui avaient lu les 95 thèses de Luther. Mais ou même Jean Calvin, qui est un des plus grands écrivains français, de très loin. Cependant, on est dans un tropisme apocalyptique, et vous aussi, quand vous êtes sur votre fil d'actualité, à descendre le fil d'actualité, et à trouver une nouvelle plus déprimante que l'autre, dans ce même tropisme apocalyptique. Vous êtes dans cette culture protestante-là. Donc Mais le catholicisme même se protestantise. Le Vatican II, oui. C'est une forme... Bah oui. Tout à fait, oui, tout à fait. Il y a après, je pense qu'il y a plus une neutralisation. C'est vraiment pas l'aspect le plus reluisant de la culture protestante. Il y a vraiment une neutralisation de l'Église catholique, mais qui a trait aussi à une usure institutionnelle, hein, sans vouloir. Alors, Gary Lasky, Kraken, système politique de l'ère numérique. Voilà, vraiment, je vous conseille ce livre. On va continuer l'émission parce qu'il y a nombre encore de commentaires, d'être très intéressés. Voilà, Gary Lasky, Kraken, système politique de l'ère numérique. Bonjour messieurs, émission très intéressante, mais êtes-vous sûr qu'il y a une intelligence centrale des élites qui organise le désastre? Ne s'agit-il pas simplement d'une fin de cycle marquée par l'énorme choc des guerres mondiales provoquant le marasme de l'Europe? Nos élites me semblent trop nulles pour ourdir des plans aussi construits. Et ça, tiens, pour le coup, vous en parlez beaucoup dans le livre. Donc tiens, une réponse. Je remercie beaucoup ce commentaire, et il est excellent. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé. Juste pour dire les choses simplement. Là, je lis le livre d'un ami
d'extrême gauche, autant le dire, mais qui est sur la dissolution de la Yougoslavie. Je l'ai terminé, et la dissolution de la Yougoslavie annonce beaucoup de choses de notre situation actuelle. C'est-à-dire qu'on voit comme, par exemple, il y a eu dans toute l'Europe ensuite ce qu'on a appelé la dévolution, c'est-à-dire que la partition des États nationaux. Alors, il faut savoir qu'un État national, c'est le pouvoir qu'un peuple a sur lui-même. Quand il commence à se partitionner, c'est-à-dire que sa capacité à être libre, sa capacité à décider de son propre sort, commence à s'affaisser, à s'affaiblir, et commence à être réduite à néant. Le gros problème qu'il y a, c'est que nous n'avons pas pensé, très peu, la société de l'information. C'est-à-dire que la société industrielle était déjà à bout de souffle avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a connu un regain, si j'ose dire, une résurgence après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu toutes les destructions, et il y a eu aussi de l'innovation qui a fait qu'il y a eu ce qu'on a appelé les 30 glorieux. Sauf que le rendement industriel arrive à une limite. Et les Américains, eux, ont déjà envisagé la société de l'information. Je ne sais pas si les réseaux sociaux arrivaient déjà, mais à mon avis, l'idée de l'Internet était déjà dans les bacs dans les années 70, si j'ose dire. Donc, et cette transformation de la société a été pensée, pour moi, par les Américains. Parce que c'est l'histoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a été aussi une subversion de l'État-nation, de tous les États-nations mondiaux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la muraille de Chine électronique. C'est-à-dire que les Chinois disent chez nous, c'est aussi électroniquement chez nous. Mais du coup, voilà. Alors, les élites. Voilà, les élites. Voilà, alors, parlons des élites. Les élites s'insèrent juste dans un schéma. En fait. Elles s'insèrent juste dans un schéma. Le but de l'élite, ça a toujours été de prendre un maximum d'argent. On va pas se le cacher, c'est ça l'oligarchie. C'est pour ça, quand vous êtes jeune et que vous sortez d'une grande école de commerce, on vous dit vous allez travailler dans la tech, la technologie, vous allez travailler dans la technologie. Si on vous dit ce qui marche, c'est les tulipes, vous iriez travailler dans la tulipe. Ça a marché à une époque. Ouais, ça, au XVIIe siècle, ça a fonctionné. Mais maintenant, c'est un peu terminé. Donc, la question, c'est les élites, elles s'insèrent dans un schéma. C'est vrai que, comme elles savent qu'elles sont dépendantes d'un ordre mondial, si je veux dire, qui est déjà là, hein, cet ordre mondial, l'ordre mondial des réseaux sociaux, il existe. C'est pas besoin de faire un nouvel ordre géopolitique mondial. L'ordre géopolitique essaye de s'adapter à cette polarité du pouvoir qui est autour de la diffusion mais est-ce que, en fait, l'élite, c'est pas une classe sociale intermédiaire? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus haut, en fait? Sachant que c'est pas ces fameuses élites, entre guillemets, qui ont cogité ce monde. Après, il y a les technologies de l'information, il y a une espèce de pouvoir de l'information, de technologie qui est réfléchi. Maintenant, est-ce qu'il est réfléchi par des élites? Il est réfléchi dans le cadre des États, et réfléchi dans le cadre à l'époque, il était réfléchi dans le cadre de la suprématie mondiale américaine. Maintenant, c'est vrai que il y a des gens qui sont, quand on voit par exemple la similitude entre un livre comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et la situation actuelle sur la GPA, sur la PMA, ce genre de choses qui étaient déjà annoncées dans ce livre, donc 100 ans auparavant, on se dit que les mondialistes, qu'il y a tout un courant mondialiste qui Mais je comprends, mais sur ce que tu es en train de me dire, ça veut dire qu'il y a les États d'un côté et il y a les élites de l'autre. Ça veut dire que pour toi, les élites ne sont pas au sein de l'État. Il y a des courants élitaires. D'accord. Parce que quand monsieur, parce que je connais maintenant après des milliers et des milliers d'émissions, je commence à bien connaître les gens. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, cher Gary, c'est que les mots dorénavant et les champs lexicaux n'ont pas le même sens pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à force de faire des interviews. Et c'est-à-dire que si pour toi, élite, c'est une classe sociale, on va dire rive gauche, de jouissance, c'est ce qu'on veut, pour monsieur, élite signifie la personne qui a le pouvoir, c'est-à-dire l'État en gros. Tout à fait, ouais, c'est la même chose. Est-ce que c'est vraiment la même chose ou est-ce que c'est dissocié? Voilà.
Après, vous allez avoir plusieurs formes d'élites. Il y a des élites culturelles, il y a des élites financières. La question, c'est... Oui, mais l'élite, c'est pas un bloc. C'est ça, en fait. Pour moi, il y a le bloc de l'hyperclasse mondiale. D'accord. C'est-à-dire qu'on est en train d'arriver à une répartition sociale qui devient uniforme dans l'Occident et qui cherche à s'étendre au monde entier. Les élites le peuple de centre-ville, si j'ose dire, et ceux qui cherchent encore à en faire partie, même si même les classes supérieures commencent vraiment à traîner la patte, il y a une hyperclasse mondiale qui s'est accaparée les centres-villes, et spécifiquement lors de cet événement de putsch numérique mondial qui a été la crise sanitaire. Ça a été un événement central parce que on a dit on peut commencer à confiner les populations non élitaires, enfin les populations qui n'appartiennent pas à l'hyperclasse, chez elles ou dans les campagnes. Ça a été un événement très important au niveau du ou. Voilà, de la distinction de créer le ou. Maintenant, bien sûr, dans les élites, il va y avoir des gens qui sont plus ou moins passifs, c'est-à-dire on va avoir l'intelligentsia parisienne qui va parfois parler de sujets qui sont complètement inutiles, quoi. Ils font pas avancer le schmilblick, si j'ose dire. Enfin, ils font pas avancer le sujet, ils font pas avancer les débats. Ils sont parfois dans des débats très anciens, ou parfois ils sont dans des débats très superficiels. Et puis, on va avoir des gens qui sont beaucoup plus avancés dans le mondialisme, c'est-à-dire dans la volonté de l'hyperclasse de s'imposer au monde avec des idées à elle, avec des concepts à elle. C'est vrai qu'il y a une idéologie très hédoniste de la part des mondialistes, qui est issue qui est issue d'un certain nihilisme, qui est propre à la société de l'information. La société de l'information, c'est aussi une société qui ne dépend plus des rapports industriels de production. C'est-à-dire qui a complètement délégué les rapports industriels de production au tiers-monde. Donc, elles se sent même plus le besoin faire preuve de la moindre austérité, de la moindre rigueur. C'est vraiment la seule rigueur qu'elle ait, c'est le travail, c'est l'argent, et le reste dans les mœurs, elle estime qu'elle a le droit à la jouissance maximale. La spiritualité est un danger pour elle. Donc on est dans ces élites, il y a une part de ces élites qui sont authentiquement mondialistes, qui sont bien sûr les plus dangereuses, mais quand on regarde un peu Klaus Schwab, parce que je sais que vous reprenez ces citations régulièrement dans vos émissions, Klaus Schwab a parce que je fais une petite critique de Klaus Schwab dans mon livre, ça prend quelques paragraphes. La pensée de Klaus Schwab n'est pas très profonde, mais c'est une pensée de la gouvernance, c'est une pensée de l'influence, c'est une pensée de la norme. Ces élites-là et surtout les élites mondialistes vont créer des normes qui vont peu à peu modeler le monde à leur avantage et permettre aux gens aux gens soumis aux serfs en devenir, parce qu'on est dans un asservissement quasi médiéval, qu'il faut qu'on conserve notre force de travail, mais pour finalement avoir quasiment rien. Donc voilà, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et ça, c'est un travail qui peut être justement par cette subversion intellectuelle qui se fait par les réseaux sociaux et qui subvertit la culture étatique, la culture publique. Bonjour, n'oublions pas que les Français ont apporté leurs armes sur l'injonction de l'État. La révolution n'est pas pour maintenant. C'est pas faux, ce que dit monsieur. J'ai pas compris. Alors, n'oublions pas que les Français ont rapporté leurs armes sur l'injonction de l'État. La révolution n'est pas pour maintenant. Non, c'est pas une question de révolution, c'est vraiment une question parce que quand on arrive à l'insurrection, c'est vraiment le stade terminal de la dissolution étatique. C'est une question de levier. C'est une question d'avoir du pouvoir. Quand vous avez 1 million de gens qui ont des armes, c'est pas comme quand il y en a 1000. Quand vous avez 10 millions de gens qui ont des armes, c'est une autre histoire. C'est le différentiel avec les Américains. Voilà, c'est que l'État, il sait que... Enfin, moi, j'ai entendu, par exemple, des commentateurs américains, toute cette droite un peu alternative américaine, être assez fiers de dire que si le fisc arrivait chez eux pour instaurer un gouvernement quasi soviétique, ils étaient prêts à les attendre. Et on a vu ça aussi en France pendant le Covid, quand il y a eu la question de... Mais tu sais que tu es spécialiste du XVIIe siècle. Tu sais qu'à cette époque-là, lorsque le gars du trésor, là, envoyé par le roi, venait chez le paysan lui demander sa dîme, il était quand même reçu
Il était reçu différemment qu'aujourd'hui avec son habitué détenteur. Ça se passait pas pareil. Ouais. Ça se passait pas pareil. Après, il prenait C'était le beaucoup bon pour temps. lui. Il prenait beaucoup pour lui aussi. Donc, Mais c'était le bon temps. c'était le bon temps. Ouais, ouais, bah, après, il faut savoir que c'est la France qui a inventé l'impôt annuel. Hein, c'est Charles VII. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai vu, j'ai écrit un article là-dessus, mais j'ai vu que les Coréens du Nord ne prenaient que 54% à leurs ressortissants qui travaillaient pour la Corée du Sud, alors que nous, l'État français prend 56%, je crois. Ah oui, donc c'est pire que la Corée du Nord. Donc, Donc on a un niveau de collectivisme qui est voilà, qui est inimaginable. Hein. C'est de ce point de vue-là, c'est compliqué de se, enfin, c'est compliqué de et se on voir l'accepte, l'État. mais parce que l'Américain n'accepterait pas. Nous, on l'accepte. Ça fait partie. C'est-à-dire que c'est différent. Les États-Unis, c'est un pays d'immigration. Faut pas se le cacher. Et dans un pays d'immigration, il est admis que le rêve américain a une contrepartie. C'est que si t'es pas capable, ben on va pas t'aider parce que il faut que il faut que t'aies la force de caractère, il faut que t'aies la force physique. C'est quelque chose il y a une question de mérite dans le rêve américain. En France, c'est un peu différent. En France, on se considère comme tous solidaires les uns des autres. On est dans un État qui est plus ancien. On peut pas faire n'importe quoi avec la nature. On est limité au niveau de la population, au niveau de la nourriture, etc. C'est pas sans limite comme les États-Unis. Donc, on doit faire un peu plus attention à nous-mêmes. Et d'où la question de prendre soin les uns des autres. Après, c'est vrai que l'État, grâce aux capacités de propagande numérique, tellement forcé les choses que aujourd'hui, on voit des gens qui sont accablés d'impôts et quand on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire, on leur dit ouais, plus d'impôts. C'est vrai, c'est ça le pire. Ils sont devenus masochistes et les réseaux sociaux encouragent beaucoup ce masochisme idéologique. Mais bon, les gens, enfin ceux qui disent il faut plus d'impôts, ils doivent comprendre qu'en fait, plus ils paieront d'impôts et moins ils paieront les fameux services publics, les fameuses écoles, hôpitaux, etc. C'est-à-dire qu'ils plus ils paieront le financier qui est le créancier réel. C'est ça que les gens comprennent pas en fait. C'est la magie du socialisme. C'est-à-dire Voilà. que la magie du socialisme, c'est que, et surtout du socialisme français qui est remarquablement intelligent, c'est de créer un nombre de niches, un nombre de diviser la société en fait, entre tellement d'intérêts particuliers que personne ne veut plus l'intérêt général. Parce que si on retourne à l'intérêt général, par exemple, moi je suis plutôt partisan d'une taxe plate, enfin, d'une même taxe pour tout le monde, de même taxe pour tout le monde, pourvu qu'elle soit basse, ce qui serait possible. Hein. Mais le problème, c'est que tout le monde se dit, oui, mais ma grand-mère qui touche ça, oui, mais mon grand-père qui touche ça, oui, mais mon père qui touche ça, oui, mais mon oncle qui est cotorap, oui, si, mais ça. Et donc, finalement, comme tout le monde dépend de l'État à un degré ou un autre, plus personne ne veut faire la liquidation. Donc, on attend juste que l'État s'effondre. En plus, les élites, il faut le savoir, enfin les élites, ceux qui dirigent le pays, hein, la classe dirigeante, comme disent les marxistes, on la balaye pas comme ça. Elle représente une énorme masse au niveau du vote. Aujourd'hui, les fonctionnaires, comme les fonctionnaires dépassent très largement les services régaliens, les fonctionnaires représentent une énorme masse au niveau du vote. Et donc, c'est des gens qui vont toujours reconduire le pouvoir jusqu'à ce qui s'est passé pendant la Révolution française. C'est-à-dire qu'à la Révolution française, le pouvoir a plus pu payer l'armée. C'est-à-dire vraiment le service public minimal, mais c'est juste qu'on ne nous attaque pas, qu'on ne détruise pas le pays, n'était plus payable. Donc là, l'État s'est vraiment effondré. Bonjour messieurs, rectification à l'endroit de l'invité, le livre de Maffezoli, Le temps des tribus, le déclin de l'individualisme dans les sociétés postmodernes n'a pas une cinquantaine d'années, car sa date de première publication originale est en 88, à la table ronde, soit 37 ans et non 50, puis édition en 2000. Bonne continuation, salutations courtoises. Eh oui, il faut être précis avec les chiffres, on est précis ici. Pardonnez-moi, non, mais c'est parce que en fait, non, dans mon livre, je parle des Sex Pistols et je parle de la Guerre des Étoiles, qui sont tous les deux sortis en 77, et la question du nihilisme. Les Américains arrivent avec cette espèce de pseudo-spiritualité, qui a ses avantages esthétiques. Hein. Je veux pas dire que j'ai pas adoré toute cette fresque épique quand j'étais plus jeune, quand elle était encore regardable.
Néanmoins, à côté de ça, on a les Sex Pistols qui sont un groupe de musique. Donc ça, c'est il y a 50 ans, effectivement. Non, en 77, c'était il y a 47 ans, 48 ans. Voilà, Ouais, soyons précis. c'est Voilà, vrai. Et, on est précis ici. 48 ans, voilà, et qui traduisait déjà un nihilisme, parce que les premières paroles de la chanson, c'est Dieu sauve la reine, le régime fasciste. Donc c'est une déconsidération du patriotisme millénaire de l'empire anglais. Et on voit derrière ça que, enfin, ce qu'on voyait déjà Orange Mécanique, qui me semble date du début des années 70, je ne saurais plus vous dire exactement, mais du coup, il y a plus de 50 ans, on voyait déjà ce nihilisme à l'œuvre d'une jeunesse qui ne croyait plus que dans la violence. Bonjour à vous, enfin quelqu'un pour dire que le résultat de l'élection présidentielle de 2022 est douteux avec 2 millions de voix pour Marine Le Pen qui s'évapore en cours de soirée. Le résultat provisoire à 13 millions passant à 11 millions en résultat définitif. Aucune personne d'un bord opposé, dans ce cas le RN, n'est sur place en temps réel pour contrôler la totalisation du ministère de l'Intérieur. Oui, et Marine Le Pen n'a d'ailleurs rien dit ce jour. Hein. Voilà. Il y a ça, mais je remercie l'auditeur. Il faut remettre ça en parallèle avec ce qui s'est passé avec Jair Bolsonaro au Brésil. Mais bon, là, les Brésiliens ont vraiment donné le bâton pour se faire battre, et les résultats différentiels ont été donnés par une province dans laquelle, semble-t-il, il y aurait eu énormément de trafic Internet. Donc, il y a peut-être une possibilité d'ingérence étrangère. Ensuite, il faut voir ce qui s'est passé avec les États-Unis en 2020. Je cite dans mon livre que déjà, une grosse partie même la gauche américaine était obligée de reconnaître qu'une grosse partie des Américains ne croyaient pas dans la légitimité des résultats de Joe Biden, de l'élection de Joe Biden, et que finalement, ce sera établi, à mon avis, dans les années à venir, que cette élection a été nettement truquée. Et donc, c'est aussi pour notre équivalent local, notre antenne locale de l'hyperclasse, si j'ose dire, qui représente les élites françaises aujourd'hui, l'arme de dernier recours. L'arme de dernier recours. Et ça, c'est aussi une question numérique, c'est aussi une question technologique. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de truquer les résultats, enfin pas de truquer les résultats, d'arranger les résultats. Pour vous dire juste un dernier truc, moi j'ai été, juste une dernière chose, moi j'ai été, j'ai vécu à Issy-les-Moulineaux une partie de mon adolescence, mon adolescence en somme, et donc j'ai commencé à voter sur des machines électroniques. Non. C'était André Santini qui était très avant-gardiste là-dessus. Et même si André Santini a toujours été un bon maire, objectivement, il a commencé à mettre en place ceci, et je me rappelle qu'en 2017, lorsque je suis allé voter, je leur ai posé la question au deuxième tour, parce que je votais encore là-bas, j'avais pas changé oui, bon, tu votais là-bas ? Ouais, je votais là-bas. Et je leur dis, mais qui surveille ? Mais personne ne surveille. Je dis, mais l'électronique qui n'est pas surveillée, c'est piraté. On le sait, je veux dire. Tout ce qui est électronique est piratable, ça c'est sûr. Exactement. Et tout ce qui n'a pas des petits logos comme quoi c'est vérifié, c'est forcément potentiellement piratable. Donc... Bonjour, Monsieur Borowski semble oublier qu'il a reçu Driss Ghali lorsqu'il parle des immigrés. C'est un peu plus complexe, me semble-t-il. Oui, évidemment que c'est plus complexe, mais bon, je donnais une vision sur la soumission. Enfin, pas la soumission, mais on va dire le fait que les immigrés sont moins en tout cas, ceux qui arrivent, peut-être pas, parce qu'il faut quand même dissocier les immigrations entre celle d'avant, il y a au moins 50, 60 ans, et celle d'aujourd'hui. Et on le voit que, ceux qui arrivent, ils vont pas remettre en cause les fameux acquis sociaux. Voilà, faut dire les choses. Tout à fait. Par exemple, deux parties de ma famille, il y en a une qui est venue avant la Seconde Guerre mondiale, une après la Seconde Guerre mondiale, et ceux qui sont venus les plus tardivement étaient admiratifs de ceux qui étaient là avant, donc de l'immigration polonaise des années post-Première Guerre mondiale, parce que c'était des gens qui étaient beaucoup plus intégrés. C'est-à-dire que le fait d'avoir intégré la culture publique, de se conduire en français dans l'espace public, quelle que soit la langue parlée à la maison, c'était quelque chose d'important. On voit, par exemple, notamment chez les populations islamiques,
que la jeunesse est de moins en moins attachée à la culture publique. Et c'est le problème qui va se poser, c'est-à-dire que notre capacité d'intégration est de plus en plus faible à cause de la massification de l'immigration. Et d'autre part, on a une jeunesse qui est de plus en plus endoctrinée par les réseaux sociaux, avec une éducation nationale une instruction publique qui est de plus en plus faible, et donc qui fait aussi que machinalement, en fait, il y a une véritable culture séparatiste qui se crée en France. Je veux dire, c'est l'État qui le dit, hein, c'est pas Bien moi sûr. qui fait preuve de... Alors, on va être là un peu plus bref maintenant parce qu'il nous reste qu'un quart d'heure et on a énormément de questions. Souvenez-vous du dernier débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Chacun cherchait à montrer que son élection entraînerait de meilleures allocations que son opposant dans les semaines qui suivaient. Marine Le Pen est tombée dans le piège. Elle aurait dû dire que le président de la République n'était pas là pour distribuer des allocations. La question était pure démagogie. Euh, Je ne me rappelle plus trop de ce débat. Quoi? Non, mais après, c'est surtout la question, enfin, c'est surtout une critique qui est faite au Rassemblement national d'être un parti socialiste de droite, ou d'être même, comme diraient certains, une gauche anti-immigration. Euh, moi, je pense aussi qu'on est tellement, depuis le mitterrandisme, on est tellement dans une optique socialisante, socialiste. On nous a tellement inculqué de génération en génération que le socialisme, c'est le paradis sur Terre, au point que les Argentins, eux, ont réussi à en sortir avec le milléisme, mais nous, ça promet d'être très compliqué, parce que même pour les Français, il n'est plus possible de penser autrement. Il est plus possible de penser qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Ils pensent qu'ils doivent dépendre de l'État en toute chose. Et ça, malheureusement, c'est en train de nous nuire, parce que ça crée une dépendance vis-à-vis des institutions européennes. Et Voilà. j'espère que les gens finiront par comprendre, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas comprendre. Pourtant, c'est écrit sur leur bulletin de salaire. C'est écrit, enfin, regardez vos bulletins de salaire. Et vous verrez ce que le socialisme vous coûte. Et demandez, tiens, s'il y a des jeunes parmi ou tiens, nos auditeurs, si certains sont moins jeunes, ou s'il y a des jeunes qui ont des parents, des grands-parents qui ont connu ces époques, regardez un bulletin de salaire. Moi, je l'ai mis sur Twitter. Un bulletin de salaire de 74 et un bulletin de salaire de 2024, enfin 2025. Eh ben, vous verrez que en 74, il y avait 2 lignes. Ces 2 lignes représentaient 9%. Là, tu gagnais 1000 francs, mais tu te payais 90 francs de charges, cotisations, de tout ce que tu veux. Et tu avais 910 francs dans ta poche. Aujourd'hui, si tu gagnes 1000 euros, en net, on va dire, ça t'aura coûté, normalement, ton brut est à au moins 1600 euros. Bah, c'est hallucinant. C'est là aussi qu'on voit le monopole informationnel. On voit deux choses. C'est-à-dire, d'un côté, le monopole informationnel de l'État, qui, dès que vous commencez à critiquer les dépenses excessives, notamment liées à une immigration qui est là pour briser les salaires, ce genre de choses, ce que Marx avait déjà ce dont Marx avait déjà parlé sous la forme de l'armée de réserve du capital, hein. Donc, faire venir plein de gens qui ne travaillent pas pour peser sur les salaires à la baisse, aux gens, si vous voulez pas faire le travail, quelqu'un d'autre le fera à votre place, ce genre de choses. Donc ça, et donc on voit qu'il y a toute une idéologie monopolistique, avec, bien sûr, j'en parle un moment dans un chapitre de mon livre, sur le monopole parfait. C'est-à-dire que pour que l'idéologie aille dans un sens, aille tout en entier dans un sens, dans mon livre Kraken, voilà. Gary Lasky, Kraken. Et donc à un moment, je parle de ce monopole parfait, parce que pour que Sun Tzu, donc le stratège chinois, expliquait que lorsque vous essayez de détruire un ennemi, lorsque vous l'acculez, il risque d'être enragé, il risque de vous détruire. Alors le peuple, l'État veut pas que le peuple se soulève. Donc ce qu'il fait, c'est que en fait, il crée un monopole informationnel, il l'assiège idéologiquement, et il lui laisse une petite porte de sortie. Cette petite porte de sortie, c'est le média limite. Alors, chez nous, c'est les médias Bolloré, hein, et c'est le média limite qu'on tolère. De temps en temps, on lui met un petit coup derrière la tête, comme ça s'est produit. Avec ses 8. Avec ses 8. Mais on crée ce monopole informationnel. Donc,
c'est comme ça que Alors, c'est question géré. d'auditeur. Bonjour, face à la décadence de l'Occident, qu'est-ce qui empêche notre union pour une renaissance européenne avec les Russes et pourquoi pas aujourd'hui l'union de l'hémisphère nord avec les Américains comme cela semble se dessiner? C'est Alors, est-ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce qui empêche notre union avec les Russes plutôt que cette union qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire l'OTAN, quoi, on va dire? le il faut voir aussi, moi l'Occident est une pour le reste du monde, l'Occident est une réalité, hein. Eux pensent qu'on est tous unis contre eux, hein, c'est vrai que quand on prend les différentes vagues de mondialisation, ça a été des vagues de mondialisation occidentale. Mais il faut voir aussi que ces vagues de mondialisation occidentale se sont faites par concurrence des différents États entre eux. Et il faut pas croire tout. C'est justement la configuration même de l'Europe qui fait en péninsule, qui a fait que l'Europe a pu être cette somme de petits États indépendants, capables de conserver leur indépendance et capables de rivaliser les uns avec les autres pour conserver cette indépendance. Et c'est ce qui a fait l'esprit européen. Je pense que si demain on arrivait à une union de l'Europe parfaite, alors je dis pas que c'est bien que l'Europe soit désunie, hein, mais si demain on arrivait à ça, rien ne nous distinguera des Asiatiques en fait. Ah bon? Non. Et d'ailleurs, on est déjà dans une civilisation de la société avec l'unification de la civilisation occidentale. Donc, il y a vraiment un danger, justement, c'est le danger de la sous-culture qui nous guette, c'est le danger de l'uniformisation de l'uniformisation. Parce qu'au début, on va vous dire, ah oui, mais il faut qu'il y ait une culture occidentale globale, et puis quand on va vous dire qu'en fait, elle a conquis le monde, comme les Chinois ou les Japonais ou les Coréens étaient encore, il y a 10 ans, très admiratifs de la culture occidentale, et ils le sont encore, vu qu'ils viennent en tant que touristes, hein. Ben, en fait, au bout d'un moment, ce serait une culture globale, et puis la culture globale va passer en Asie, et puis on sera asiatique. C'est-à-dire que si on lâche le morceau sur notre spécificité nationale, on lâchera le morceau sur tout. Évident. Ouais. Bonjour les survivants des décors effondrés, je rêve d'un nouveau Saint-Louis catholique en acte qui viendrait briser toutes nos chaînes avec justice. Tiens, un nouveau Saint-Louis. Alors, bon, Saint-Louis, c'est pas mon roi préféré, mais Ah, c'est quoi ton roi préféré? Louis XI de très loin. Mais, D'accord. Pourquoi Louis XI? Parce que c'était le plus malin, parce que c'est le seul qui a osé s'en prendre aussi à une noblesse qui faisait parfois des excès. Il a inventé le service public et il a régné la France sans faire de guerre, c'est-à-dire sans laisser les pauvres se faire trucider pour lui. Donc, D'accord. je trouve que c'est quand même un personnage remarquable. On te parle très peu pour le coup. Malheureusement, il a exécuté 3 nobles, donc et c'est pour ça que vous le voyez représenté dans une cage en train de torturer des gens, parce que la noblesse lui a jamais pardonné. En plus, c'est un précurseur de la Révolution française pour son œuvre unificatrice, donc c'est un personnage dont on entend parfois plus parler à gauche qu'à droite. Le problème, c'est qu'il y a tout un fantasme, et je voudrais parler dans mon podcast, Les guerres culturelles. Je sais qu'il y a une résurgence monarchiste très forte en France, et elle vient justement de la dissolution du territoire, dissolution de l'État, dissolution de la culture nationale. Donc on veut revenir aux fondamentaux, et le monarchisme, comme disait Machiavel, enfin, j'en ai déduit de la lecture de Machiavel, c'est aussi la constitution de la nation. Donc on a besoin de reconstituer la nation, et d'où cette volonté monarchiste. Après, il faut aussi concevoir, et ça je sais que c'est difficile pour certains d'entre nous qui sont très énervés, que un État-nation libre, ça se fait avec l'acceptation d'une certaine diversité. Alors, il ne faut pas que la diversité soit dissolvante. Conclu, parce que vraiment, j'ai une question que je voudrais poser d'un auditeur. Mais voilà, déjà une diversité culturelle qui était entre les régions, diversité de culte aussi qu'il y a eu, d'accord. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État de Louis IX, c'est un État de croisade. Donc, aujourd'hui, tout peut plus se régler par l'épée. Les moyens de destruction sont beaucoup plus violents, et faire une guerre aujourd'hui, on l'a vu avec l'Ukraine, c'est beaucoup moins rigolo que... déjà, la croisade contre les Cathares, c'était pas rigolo, mais là, l'Ukraine, 3 ans de guerre, 500 000 morts. Donc, Bien sûr. voilà, Alors, l'invité fait un contresens en assimilant
le nouvel asservissement au système féodal. Celui-ci n'avait pas duré 1500 ans. Le degré d'imposition de ces populations était au maximum de 18 jours de travail. Ce n'est pas la noblesse qui tenait les richesses, cela date de l'époque des Lumières avec les protestants qui imposaient le système. Oui, parce que ça c'est sûr que lorsqu'on prend l'économie, lorsqu'on prend l'économie rurale du Moyen Âge, la noblesse, c'est vrai, enfin en numéraire, elle roulait pas sur l'or et c'est pas comme ça qu'elle était riche. Elle était surtout riche par ses pillages, elle était surtout riche par ses campagnes militaires. La France a toujours été, comme la France n'a pas de mine d'or et peu de mine d'argent, au niveau du numéraire, ça a toujours été léger. D'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui a fait l'excellence militaire française, c'est que il fallait bien aller prendre de l'argent à droite à gauche. Maintenant, c'est vrai que quand je parle de néo-féodalité, ce que je veux dire, c'est que on était dans un système de caste. Et ce système de caste impliquait l'absence d'ascension sociale. Alors, c'était peut-être très bien au Moyen-Âge dans une société, on était dans la conquête de la nature, et il fallait une stabilité, en plus avec une espérance de vie, surtout pour les élites, qui était très faible, parce que les gens se tapaient énormément dessus. Donc la société médiévale a eu ses mérites, je ne dis pas le contraire. Après, aujourd'hui, l'absence de mobilité sociale nous fait déjà souffrir. Si on arrivait dans une société où les distinctions sociales devenaient encore plus fortes qu'elles le sont aujourd'hui, ça nous paraîtrait littéralement insupportable. Donc, et malheureusement, c'est pas moi qui sors le terme de néo-féodalisme. Certains en ont parlé dans les rapports entre entreprises. Certains en ont parlé, je me rappelle plus du nom, un géographe qui s'appelle Kotkin. On a parlé aussi dans la production de la société, et surtout dans la production spatiale de la société. Mais on le voit avec les centres-villes. C'est-à-dire que déjà au Moyen Âge, on avait le centre-ville bourgeois où la noblesse pouvait être installée, mais il y a aussi toute la bourgeoisie en plein essor qui s'installait, et les faubourgs et la campagne. Et ça, en fait, on le voit aujourd'hui avec la France périphérique, avec les banlieues, avec les centres-villes, et donc et des distinctions qui sont spatiales, qui sont de plus en plus fortes. Alors, d'ailleurs, en Angleterre, juste pour finir là-dessus, on voit par exemple je crois il y a un moment, il y avait une espèce de péage autour de Londres, je ne sais pas s'il existe toujours, et ça fait une réelle ségrégation sociale. Donc, on voit, et l'Angleterre est resté un pays malgré tout quand même assez proche du féodalisme. Ce qui s'est passé hier à Washington me semble ouvrir les voies de la libération. La superclasse mondialiste euro-landaise a promis à son esclave corrompu de le soutenir jusqu'à la mort, à condition qu'il sacrifie totalement son pays, le peuple qui a cru en lui et lui-même, in fine, pensant pouvoir affaiblir la Russie et se débarrasser d'un Trump qui veut vider le marigot où il prospère en dévorant les peuples. La défaite totale de cette bande d'imbéciles qui ne comprennent rien, qui sous-estiment leurs adversaires, qui se surestiment comme tous les gamins narcissiques et inéluctables. La sortie des dossiers pourris comme l'affaire Epstein, le complot de la crise sanitaire, la provocation de Kiev va finir par faire tomber les idoles. Les Russes ont dit au début du conflit ouvert que le combat est eschatologique. Nous ne pouvons plus en douter. Voilà, c'est ça Radio Courtoisie. Voilà, des commentaires comme ça. Merci comme on les aime. Pour le combat eschatologique. Si je peux juste répondre à la question du combat eschatologique, moi j'aimerais bien croire que qu'on va arriver à que les luttes dans lesquelles nous sommes arrivent à des points de rupture. Le fait est que ça continue. Lorsqu'on on a eu la crise sanitaire, il y a eu on s'est dit il y a une rupture, et puis finalement les élites n'ont pas été déchues pour autant. Les mondialistes, pardon, l'idéologie mondialiste et ses tenants n'ont pas été vaincus. Ils n'ont pas été. J'ai pas vu Bill Gates qui a été pendu. J'ai pas vu George Soros qui a pris une balle dans la tête. Donc ces gens-là sont toujours en place. Alors bien sûr, il y a une vision, ce qu'on appelle eschatologique, il y a une vision de fin des temps. Nous sommes avec des élites mondialistes qui veulent une unification du monde, qui ont déjà
mais qui roule sur une unification technique du monde. Il y a une civilisation mondiale maintenant, numérique mondiale. Donc c'est une réalité. Eux, ils veulent juste l'unifier politiquement. Alors, 30 secondes, vas-y, 30 secondes, parce que l'émission touche à sa fin. Donc après, la question, c'est vers quoi on va. Moi, je pense, pour ma part, je pense que contre l'unification mondiale, il y a la culture française. Il y a l'excellence française, il y a la philosophie française. C'est le rempart. Parce que c'est la France, et la France, c'est sa propre histoire. Elle n'a pas besoin d'attendre l'apocalypse. Merci. J'ai un petit commentaire que je trouve marrant, mais qu'on va pas commenter, mais qui me fait rire. Tiens, vous me donnez une idée. Je vais créer une société de contrôle des murs intérieurs pour voir si les objets sont bien fixés. Par exemple, Radio Courtoisie, chaque semaine, sera obligé d'ouvrir son studio à nos contrôleurs qui seront des robots emmenés en véhicule intelligent, sans chauffeur. Bien sûr, le service sera gratuit, puisque je serai payé par l'État. Allez, c'est pour la bonne cause, vous aurez quelques impôts en plus à payer. Oui, c'est vrai, ça c'est drôle. Merci à vous, merci cher Gary. Gary Lasky, Kraken, système politique de l'ère numérique, comment on se le procure ? Sur Amazon. Voilà, Amazon. En exclusivité sur Amazon. Bon bah très bien. Gary Lasky, Kraken, système politique de l'ère numérique, docteur en philosophie. Effectuer sa thèse sous la direction de Chantal Delsol. Vraiment excellent livre, je vous le conseille à tous. Merci à vous d'avoir été si nombreux, d'avoir commenté, passé un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.